Comment continuer à marcher quand on a envie de juste s'écrouler? La différence, c'est le feeling. Un robot ne peut pas l'acheter. La visibilité, c'est une compétence ou c'est plutôt une décision? Il faut toujours raconter la vérité. On a envie de suivre les vraies personnes qui ont leur détresse, leur victoire. Je vous donnerai des conseils à appliquer pour pouvoir développer votre storytelling. La compétence seule ne suffit plus aujourd'hui. Quand c'est faux, les gens le remarquent aussi. Dans ce monde existent deux types de personnes. Ceux qu'on oublie et ceux qu'on remarque et ceux qu'on mémorise. Et vous savez, il y a une seule chose qui joue la différence. C'est l'histoire qu'il raconte. Et aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un et je vais marcher avec quelqu'un qui a construit tout son business sur ça. Il me semble qu'on le remarque tout de suite, n'est-ce pas? Et bonjour Sim. Hey, ça va? Ça va et toi? Ça va. Toujours très élégant. Ben écoute, c'est gentil, je te retourne le compliment. On te remarque de loin. Peut-être. Voilà, c'est grâce à ton style, c'est vraiment très soutenu. Et tu sais, c'est pas pour rien que je t'avais invité aujourd'hui pour cette balade. D'ailleurs, on a des très beaux soleils à Paris. Exactement, le temps est avec nous. C'est pas pour rien parce que je regarde beaucoup ton contenu. Merci. Et tu dis souvent que, en fait, il faut raconter une histoire pour être démarqué, n'est-ce pas? Exactement. Mais quels sont encore les éléments qui nous fait remarquer la personne tout de suite? Parce que là, à Paris, il y a tellement de personnes, tellement de gens En plus, la capitale de la intéressants. mode. Oui, voilà. Tellement de gens intéressantes, intelligentes, très compétents, mais on ne les remarque pas. Il y a deux choses, je pense que c'est comme dans la vidéo, c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Il y a un pattern, il y a un truc qui va faire qui va te différencier, c'est l'élément visuel. Donc pour moi c'est mon chapeau. À l'époque il y avait François Mitterrand qui a été élu l'ancien président de la République française, il avait toujours une écharpe rouge. Et donc en fait c'est vraiment un élément qui va te distinguer des autres. Donc premièrement je dirais que c'est un accessoire qui va faire qu'on te remarque. Écoute, aujourd'hui, je t'avais copié un petit peu, c'était consciemment, j'ai bien étudié ce que tu fais, comment tu le fais, j'adore. Mais pour les gens qui sont que au début aujourd'hui, quelles sont les pratiques à faire pour adopter le style ou pour commencer un peu se différencier des autres? Pour réussir au début quand tu connais pas, c'est sûr qu'il faut copier. Il faut copier parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont mis des choses en place, donc quand tu vas copier, ça va avoir un impact. Maintenant je dis toujours que tu ne peux pas copier strictement parce que les gens, il y aura un plagiat, ils vont dire que tu fais exactement la même chose qu'eux. Donc quand tu commences au début, c'est mieux de t'inspirer et d'utiliser ta touche. Et pour utiliser ta touche, ça passe par le storytelling, parce que sinon tu ne seras qu'une copie de la personne. Et donc là où, en tout cas moi mon travail, c'est de dire il s'est passé quelque chose avant ton adolescence qui fait que tu es cette personne-là. Et en pensant à ça, il y a un accessoire qui arrive, et cet accessoire-là, il fait la différence avec les gens qu'on voit. Mais il faut toujours copier parce que c'est un concept qui va fonctionner. Moi je me suis inspiré, pas du chapeau, mais je me suis inspiré des Daft Punk au début, qui ne montraient pas leur tête, et je sais qu'ils ont créé un concept au début. Donc au début, moi je l'ai jamais dit, tu vois. Ah. Au début quand je faisais les photos, j'avais toujours la tête baissée, on voyait pas ma tête, donc ça a créé un petit peu un mystère. C'était une inspiration, mais en fait il a fallu que je sache d'où je viens pour avoir, après il y a plein d'éléments, les bagues et tout ce que j'ai, c'est une signification particulière, je ne les mets pas par hasard. Là, le style que tu as aujourd'hui, le storytelling que tu as aujourd'hui, tu l'avais créé il y a combien de temps? Ça fait très longtemps, 2016. 2016, Wow, donc ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On va fêter l'anniversaire de ton style, de ton storytelling. Et en fait, quand tu le penses en 2016, quand tu as inventé ton histoire, ton storytelling. J'ai pas inventé mon histoire. Voilà, ça c'est vraiment aussi une bonne question. C'est pas inventé, c'est la réalité augmentée, n'est-ce pas? C'est la réalité. La réalité. C'est la réalité racontée. Racontée. Ouais. Et aujourd'hui, en 2026, est-ce que ton histoire, elle a évolué? Comment tu le vois aujourd'hui? Bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au début, en 2016, avant, j'avais déjà ce style-là. Je porte un chapeau depuis longtemps. Je crois que j'ai commencé à porter un chapeau quand je travaillais dans une marque de vêtements chez Coach.
peut-être après 1 an ou 2 ans après, 2013 ou 2014. Mais je ne le mettais pas forcément sur les réseaux sociaux. Mon style, il a évolué, ma personnalité, elle a évolué, mon storytelling, il a évolué forcément. Quand j'ai commencé au début, j'avais lancé une marque de vêtements qui ne marchait pas, en 2016. Et quand j'ai commencé à raconter mon histoire, c'était vers 2018 que ma marque a décollé. Donc forcément, le storytelling, ça aide. Aujourd'hui, j'ai vendu ma marque de vêtements, donc je fais autre chose. J'ai une académie et j'accompagne les entrepreneurs à développer de la notoriété, de la visibilité. Mon storytelling, il a évolué aussi parce que je suis devenu papa, j'ai fait d'autres choses. J'ai ouvert des boîtes qui ont marché, j'ai ouvert d'autres boîtes qui n'ont pas marché. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses. Et ça continue à grandir mon storytelling. Donc je pense que dans le storytelling, il y a des ups et des downs, et il faut dire les ups et les downs, et c'est ça qui va inspirer les personnes. Il n'y a pas de storytelling où, ok, je suis monté, j'ai fait que ça, ou alors je suis que descendu, j'ai fait que ça. Dans la vie, tout le monde a des moments de haut et des moments de bas. Et quand les gens me disent, non, moi j'ai une belle vie, j'ai dit, à un moment, quelqu'un dans ta vie va mourir. C'est normal. À un moment, quelqu'un va tomber malade. C'est normal. Il faut pouvoir se servir de ça et en faire quelque chose de profond pour aider les gens. Écoute, très honnête, merci beaucoup et c'est très inspirant vraiment pour ceux qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour montrer que leur côté réussite ou des belles choses, mais il faut être honnête, il faut créer le volume autour de cette histoire. Mais aujourd'hui, on va créer davantage le volume autour de toi et je t'invite d'aller se balader pour continuer notre journée. J'ai hâte de découvrir. Dans ton approche, l'histoire sert à transmettre les valeurs, les émotions, mais pour quelqu'un qui cache son histoire, est-ce que ça impacte sa visibilité, son développement? J'ai des gens qui me disent, mais moi je veux pas raconter mon histoire, je suis pudique, je suis introverti. On peut raconter l'histoire des clients, tu vois, tu veux utiliser l'histoire des clients pour développer le business de quelqu'un, mais ça a moins d'impact. Ça a beaucoup plus d'impact quand c'est toi-même, mais ça existe et c'est pour ça que quand tu vas avoir une marque et une marque personnelle, la marque personnelle elle marche beaucoup plus que la marque en elle-même. Les gens qui se montrent, ça fonctionne beaucoup plus que les gens qui ne se montrent pas. Après, bien entendu, ça peut marcher quand tu n'as pas envie de te montrer, quand tu n'as pas envie de raconter ton histoire. Mais je dirais que c'est toujours moins impactant. C'est quand même beaucoup plus impactant. Et moi, c'était pareil. Au début, je voulais pas raconter mon histoire. Je disais, moi, mon histoire, je suis pudique, j'ai pas envie de raconter, j'ai pas envie de pleurer, faire pleurer les gens. Et en fait, c'est pas faire pleurer les gens, c'est tout simplement, on a une histoire, il faut raconter son histoire. Et tous les gens que je voyais qui racontaient leur histoire, ils avaient de plus en plus de succès. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est il y a Top Chef. Top Chef, la plupart des gros chefs qui sont connus, qui ont créé une marque après l'émission, c'est des personnes qui ont raconté leur histoire. Cédric Grolet, je sais pas si elle a fait Top Chef, Maurice Sacco, enfin bref, tu as plein de gens qui ont fait Top Chef et parce qu'ils ont raconté leur histoire, ça a fonctionné. Tu as mentionné une chose très intéressante, que tu dis, dans ton histoire, il y a des choses qui font pleurer. Alors, je ne vais pas parler de moi, mais c'est vrai que moi, dans mon approche, tout ce qui fait pleurer, je le mets dans le storytelling, je vais l'ajouter parce que ça va toucher les gens et ça va créer de l'émotion et les gens vont s'attacher aux personnes. Bien sûr. Non, moi, je suis pas là pour te faire pleurer. Mon histoire, elle est ce qu'elle est. J'ai eu beaucoup de coups durs dans ma vie. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant. J'ai une maladie génétique. Donc, en fait, ça s'appelle la HLA-B27. Et l'histoire, c'est que, en fait, la maladie, c'est comme si tu avais t'as 2 couteaux qui te tapent dans les articulations. Donc, ça fait très, très mal. Et c'est pour ça que j'ai ces bracelets, j'ai ces bijoux, pour rappeler en fait la douleur que j'ai. Donc les gens disent oui, mais tu as beaucoup de bagues, tu as beaucoup de bijoux. Oui, c'est pour rappeler la douleur que j'ai parce qu'en fait, tu vois, c'est associer des moments de ta vie à ton personal branding aussi. Et donc quand je touche et que je vois mes bijoux, je me dis ok, j'ai pas le droit de faire des erreurs dans ma vie. J'ai le droit de faire des erreurs, mais en fait j'ai une mission de vie et je dois me rester cantonné à mon histoire. Donc voilà, c'est une histoire, c'est que j'ai passé 2 années en fauteuil roulant. Les médecins ont dit que j'allais plus marcher du tout de la vie. Pourtant j'ai réussi à marcher. Après j'étais en fauteuil roulant. Pour moi je dis que je suis né à 14 ans parce qu'en fait c'est à 14 ans que c'est arrivé. J'étais en centre de formation, je devais jouer au football. J'étais à Auxerre. Je suis dans un grand centre de formation. Je deviens handicapé, je peux plus marcher. Donc j'ai 2 options, ou je pleure et je dis c'est compliqué, ou je me bats pour marcher. Et même si j'avais pas marché, j'allais continuer à me battre et à faire des choses dans ma vie. Dans la vie, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des choses compliquées qui sont arrivées pour moi aussi. Et c'est comme ça. Et en fait, le jour où j'ai commencé à les mettre en avant, le jour où j'ai commencé à le raconter, il y a des gens qui disent mais moi
J'avais honte de le dire. Ah ben moi aussi il m'est arrivé ça. Ah ben moi aussi en fait ils se sont retrouvés dans mon histoire. Si tu es sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de gens qui c'est la belle vie. Non, c'est pas la belle vie. Enfin, là j'ai posté une vidéo ce matin, je leur dis en fait j'ai perdu mon père l'année dernière. Mon père il est décédé en octobre, donc ça va faire 6 mois. Et j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. C'est compliqué parce qu'en fait à un moment j'étais pas alcoolique mais je buvais beaucoup, tu vois. J'allais en soirée et je buvais beaucoup parce que je voulais pas penser à ça. Et je sortais plus, mais dès que j'ai perdu les deux, j'ai commencé à beaucoup sortir. Donc j'ai partagé cette histoire sur les réseaux sociaux. Par contre, sur les réseaux sociaux, moi je montrais pas ce côté-là, mais j'ai arrêté de poster pendant un moment. Et donc en fait, je leur dis, en fait, moi dans la vie, ben voilà, c'est comme tout le monde. Vous voyez, le business, machin, tout va bien, mais à un moment c'était compliqué aussi dans le sens où je me suis posé pas mal de questions. J'ai une campagne dans le métro, il y avait ma tête partout dans le métro à un moment, et mon père il était décédé 10 jours avant. Ah ouais, c'est un coup dur. Ouais, tu vois. Donc là, tu te dis, ok, j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros dans une campagne. C'est censé être un meilleur moment. Mais la personne, l'une des personnes en tout cas que tu as envie qu'ils voient ça, cette personne n'est pas là. Donc c'était compliqué. Comment tu réagis par rapport à ça? Et puis en fait, je disais aux gens qui me connaissaient, oui, ok, là mon business ça va, mais genre, je m'en fous de mon business. Tout ce qui m'importe, c'est que mon père il revienne, mais il reviendra pas, tu vois. Donc voilà, je racontais, j'expliquais un petit peu ces sujets-là aux gens. Bah franchement, bravo déjà pour ton résilience, pour la force que tu démontres en fait, parce que tu es quelqu'un qui est justement un exemple comment continuer à marcher quand on a envie de juste s'écrouler, retomber dans notre détresse, et on a tous droit à ça. Mais par contre, la visibilité, c'est pas quelque chose qui est dissocié de nous. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on voit les histoires des stars connues, Brigitte Bardot par exemple, qui a mal vécu sa grossesse, qu'il était harcelé par les journalistes, etc. Et on veut avoir les vrais gens. C'est-à-dire que pas cette image des stars impeccables qui sont sur le tapis rouge, etc. pendant 10 minutes de leur vie, mais on a envie de suivre les vraies personnes qui ont leur détresse, leur victoire, leur moment flou, parce que parfois tu dois être heureux de ce que tu as accompli, mais tu ne peux pas être, parce que soit tu es en burn-out, et ça on connaît, et même si on a accompli beaucoup de choses, on veut que nos proches soient là, mais on les perd. C'est le décès ou la séparation douloureuse. Tout cela, c'est pas l'histoire de manipuler par les émotions, mais c'est l'histoire de partager clairement, en fait, sans faire du buzz sur le malheur, on est d'accord, parce qu'il y a beaucoup qui en fait quand même, on est d'accord. Il y en a énormément qui veulent jouer sur ça, en fait, mais je pense que ça se sait, hein, quand tu fais un buzz sur le malheur ou quoi, tu vois. À un moment, les gens, ils savent que t'es fake. Et cet après-midi, en fait, on ira peut-être dans mon univers. Tu verras que moi, ce qui est important avec moi, c'est que je suis naturel. Et je pense que quand c'est naturel, les gens, ils le remarquent. Et quand c'est faux, les gens, ils le remarquent aussi. Bah écoute, ça, c'est très intéressant. Hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Quand on raconte notre histoire, notre storytelling, on raconte toujours la vérité comme si elle se passait comme ça, ou on la reconstruit pour qu'elle devienne utile. Il faut toujours raconter la vérité, par contre, il y a une façon de la raconter. On va prendre... En fait, on va pas raconter il s'est passé ça de 0 à 50 ans, par exemple. Il s'est passé ça à 40 ans, tu reviens à 5 ans, après tu reviens à 10 ans, tu pars à 30 ans, après tu reviens, tu vois. En fait, tu utilises des faits de ta vie pour raconter ton histoire. Et la plupart des erreurs que les gens ils font, c'est qu'ils vont raconter toute leur histoire de bout en bout en disant j'ai raconté mon storytelling, et ils disent ça n'intéresse pas. Mais c'est normal que ça n'intéresse personne parce que là tu es en train de raconter littéralement ta vie. Et en racontant littéralement ta vie, ça n'intéresse pas les gens. Donc il faut une structure. D'ailleurs j'en parle dans mon livre Deviens visible. Il faut vraiment une structure pour pouvoir raconter ton storytelling. Et ça s'apprend. Dans ton livre. Ça s'apprend dans mon livre.
sais, Steve, c'est la question que je me pose et beaucoup de clients me posent. Est-ce que la visibilité, c'est une compétence ou c'est plutôt une décision? C'est une décision. C'est une décision parce que je ne suis pas né visible, personne n'est né visible. Tu vois, je pense que à un moment, tu décides que... Et la plupart des gens qui sont visibles, pour la plupart, c'est... alors, où elles sont nées, elles ont grandi dedans, ou alors elles ont eu des moments durs et elles ont décidé de devenir visibles. Donc en fait, la visibilité, c'est plus une décision, c'est que tu n'as pas forcément eu ta place dans la société, il s'est passé des choses qui étaient compliquées pour toi, et finalement tu te dis c'est bon là, c'est bon, je vais être visible parce que ça me permettra de faire plus de grandes choses. Ah, tu me pousses à te poser la question philosophique. Est-ce que la société nous prépare la place ou pas? Non. La société nous cantonne à un rôle. En fait, on est matrixé, il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on agisse comme des robots. Enfin, moi, je pense que dans la société, c'est tu nais, tu fais des études, tu as un bon job, tu as un bon chien, le bon mari, les bons enfants. Ou on enlève le mot bon aussi. Ouais, Voilà. c'est ça, on enlève aussi ce mot-là. Mais en tout cas, tu vas jusqu'au... Tu suis les cadres. Et quand tu sors de ce cadre-là, on te dit... Mais ça va pas, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Et en fait, on t'en veut d'être différent des autres. La société nous forme à ne pas être visible, la société nous forme à ne pas, à ne pas réussir. Et c'est notre devoir de réussir et de sortir de ces cases-là. Et faire un pas vers la réussite aujourd'hui et personne ne va le faire à ta place. Exactement, personne ne va le faire à ta place. Et d'ailleurs, justement, c'est pour ça que tu as beaucoup de burn-out. Quand tu entends les gens, ouais, j'ai fait un burn-out, c'est parce que ils sont rentrés dans des rôles qui n'étaient pas les leurs. Parce que la société leur a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu réagisses de cette façon-là. En fait, on nous impose d'être des clones et on n'a pas été des clones en fait. Il faut juste vivre sa vie comme on l'entend et t'essayes, ça marche et pas comme la société le souhaite. Exactement. Exactement. Dans ton livre, Deviens visible, tu poses une vraie question. Réussir, c'est raconter son histoire? Et là, aujourd'hui, en 2026, j'ai envie de te reposer la question, est-ce que la compétence seule ne suffit plus aujourd'hui? Clairement non, la compétence seule ne suffit plus. En fait, avant, il y a très très longtemps, on sortait de la guerre mondiale, il fallait manger. Donc il fallait tout reconstruire, donc c'était pas cher, il y avait plein d'opportunités. Ensuite, il s'est passé, il y a une révolution industrielle, donc les gens faisaient carrière, mais ils changeaient une fois de carrière. Après, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu Internet. Avec Internet, il y a eu des millionnaires, il y a eu des opportunités, donc les gens se sont dit c'est possible. Et il y a eu Covid qui est arrivé, et après Covid, les gens se sont dit travailler, rester dans un bureau, c'est compliqué. Je peux aller travailler des États-Unis, de Hawaï, de n'importe où. Et en fait, il y a eu cette notion de la liberté qui est très importante. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir une compétence, mais avec l'intelligence artificielle, tout le monde peut avoir cette compétence-là. Clairement, tu poses une question, et je ne parle pas que de ChatGPT, je parle vraiment que tu as des agents, tu as des outils qui peuvent t'aider. Il y a même des outils qui peuvent te trouver des clients, tu es là en train de boire ton café, et en fait, il est en train de te rentrer des clients. Donc ça, l'expertise, tout le monde peut l'avoir aujourd'hui. La différence, c'est le feeling. Ça, le feeling, un robot ne peut pas l'acheter. Un feeling, personne ne peut simuler un feeling. Ton histoire à toi, Maria, personne d'autre qui a les mêmes compétences que toi peuvent le faire. Si je décide de travailler avec toi, si je décide qu'on passe du temps ensemble, c'est parce que tu as une histoire qui est atypique, qui touche plutôt que quelqu'un d'autre. Et donc ça, tu peux pas le faker. Et ça, c'est le storytelling. Et donc le storytelling, ça marche aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle. Moi, j'utilise le storytelling avec mes enfants, avec mon fils, avec l'aîné surtout. Je vais lui raconter des histoires qui va faire que... Hier, par exemple, j'étais avec mon fils, il voulait une glace au chocolat. J'avais pas envie qu'il prenne une glace au chocolat. donc je lui ai dit, et si on allait dans un endroit, je te faisais une surprise et tu allais découvrir cet endroit-là, peut-être que tu auras une glace au chocolat. Ah, c'est difficile de manipuler le père qui sait l'histoire du storytelling. Impossible. Ou peut-être que tu n'auras pas de chocolat, tu vas avoir quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu veux? Il va te raconter une histoire. Tout de suite, il m'a dit, je veux la surprise, voilà, tu vois. Donc en fait, et c'est dans tout. Je pense que c'est le feeling, la façon dont tu vas
avoir une connexion avec les gens qui va faire que tu vas avoir, on va signer avec toi. Et je te dis ça dans le sens où, par exemple, il y a un autre papa, hier quand je l'ai cherché, il a dit j'en ai marre de manger tout le temps la même chose avec ma fille. Parce qu'en fait, mercredi, on va chercher nos enfants à 11h30 et moi, j'ai toujours des activités différentes avec mon fils. Donc lui, il va chercher à 11h30, il va manger des sushis, il va faire la même activité et je lui dis mais en fait, t'as qu'à lui expliquer, Diane ne veut pas. T'as le papa qui fait du storytelling et t'as le papa qui fait pas du storytelling. Deux choses différentes. Donc c'est la personnalité qui fait que les gens vont te faire plus confiance. Et donc la personnalité, ça joue avec le storytelling. Et le storytelling, c'est la façon dont tu vas raconter ton histoire qui va faire que les gens vont te faire confiance. Parce que clairement, à deux expertises égales, tu as des clients qui viendront chez toi peut-être parce que tu es russe. Il y a des clients qui viendront chez toi peut-être parce que tu leur rappelles des choses de leur vie. Et il y a des personnes qui viendront chez toi pour une raison précise et ils n'iront pas chez l'autre personne. C'est ton histoire. Effectivement, tu remarques une chose cruciale parce qu'on a l'impression qu'on discute avec toi autour du monde professionnel, que moi je parle de la marque personnelle qui nous servent éventuellement pour mieux vendre nos services, pour mieux attirer les clients, pour mieux se différencier des autres. Et en fait, le storytelling, ça sert non seulement pour les professionnels, mais aussi pour le quotidien, c'est-à-dire que pas que les indépendants ont besoin de savoir de storytelling. C'est une compétence, mais storytelling qui va amplifier les capacités de papa, n'est-ce pas? Exactement, mais ça sert pour tout en fait. Même dans la vie amoureuse, ça sert vraiment pour tout. La façon dont tu vas raconter les histoires, la façon dont tu vas créer ton rendez-vous, c'est des histoires que tu vas raconter. Donc le storytelling, ça sert. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui ont envie de rencontrer ou trouver sa moitié, ils vont chez toi et ils apprennent le storytelling et ça les aide pas seulement à closer, mais closer, on va dire. Closer autrement. En fait, moi, je les aide. Enfin, je suis pas un coach en relation amoureuse, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais oui, je les aide à closer autrement parce qu'en fait, forcément, si tu suis ma méthode et que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, tu vas être intéressant, tu vas toujours avoir une histoire à raconter, tu vas toujours avoir quelque chose à dire, tu vas toujours avoir une singularité que tu vas mettre en place. En fait, je dis que le storytelling, tu vois, t'as Tinder. On est parti sur une autre discussion là. C'est la partie la plus intéressante là. Le Tinder. Exactement. Tinder, en fait, tu as rencontré quelqu'un sur l'application. La personne, elle est jolie. Ou la personne, elle a mis quelque chose qui est intéressant. Donc ça, pour le moment, c'est la vie de tous les jours. Je rencontre le prospect, c'est Tinder. Maintenant, le storytelling, c'est le message que je vais envoyer à la personne. Donc la personne qui va dire « Salut, ça va, comment tu vas ?» Boring. C'est pas intéressant, tout le monde lui envoie ça va à longueur de journée, elle s'en fout. Mais si tu dis c'est drôle, je pensais pas qu'une personne comme toi serait sur ce type d'application, là tu es parti dans le storytelling, c'est le hook intéressant qui fait que la personne t'a dit un truc que les autres lui disent pas, donc elle te trouve intéressant à ce moment-là. Donc ça, c'est le storytelling. Et donc tu vas raconter encore d'autres choses qui va donner envie. Deuxième chose, on prend un café. Le café, c'est le branding. Donc, le branding, c'est ton chapeau, ton truc qui va faire que les gens vont te reconnaître. Et le café, c'est quand tu vas prendre le café avec la personne, mais c'est ton accessoire qui va te différencier, ton branding, tu vois. Et je parle de la troisième chose qui va closer, c'est le réseau. Et donc, du coup, le réseau, c'est d'habitude, mais tu sais quoi, j'ai un ami qui fait un événement à cet endroit-là, ça te dira qu'on y aille. Donc, du coup, c'est le réseau où tu as passé du temps à un moment et tu vas passer du temps dans un autre endroit pour pouvoir créer un autre lien avec la personne. Donc, en fait, en une soirée, elle a fait peut-être 2-3 endroits différents. Donc, tu as fait du storytelling, tu as fait du branding, tu as fait du réseau et tu as plus de chances de l'emmener dans ton lit. Le storytelling, ça nous sert pour avoir une accroche, pour un rendez-vous amoureux, pour le travail, pour se différencier sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie qu'on offre quelque chose aux gens qui nous suivent jusque-là, parce que ton conseil peut vraiment faire un déclic et changer la vie. Qu'est-ce que tu peux nous offrir ? C'est vraiment parce que c'est pour Maria, pour les 5 personnes qui me disent qu'elles viennent de la part de Maria. Mais attention, il faudrait faire sous la vidéo, vous mettez des commentaires, vous faites vraiment le meilleur storytelling ou en tout cas la meilleure histoire qui va impacter. Pour les 5 personnes qui auront une histoire impactante ou en tout cas qui vont avoir le meilleur commentaire, donc après vous pouvez demander à vos amis de voter, de liker vos commentaires aussi, je vous offre un audit gratuit pour travailler sur votre storytelling où je vous donnerai des conseils
à appliquer pour pouvoir développer votre storytelling, trouver des clients ou trouver votre âme sœur ou consolider votre âme sœur ou trouver un job ou avoir une promotion parce que le storytelling, ça sert à ça sert à tout ça dans la vie. Ça, c'est un cadeau cher. Donc, votre commentaire sous cette vidéo et on va sélectionner 5 personnes qui vont avoir une audite gratuite de la part de Steph. Ça, c'est pas raté. Vous pouvez la remercier, hein, comment elle a emmené le cadeau. Steve, tu sais que ta vie avec moi va pas être très facile. Je vais te faire un petit challenge, Okay. mais en fait, ça va être hyper utile. J'adore les challenges. Oui, pour ceux qui veulent devenir visibles, crédibles et souligner votre individualité devant les caméras. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui est tout le temps invité pour les podcasts, la télé. Tu es quelqu'un qui doit être bien looké, bien fringué. Là maintenant, on va passer dans le magasin de mode masculin et Steve va nous montrer quelques éléments, quelques habits qui peuvent vous mettre en valeur. Ok. Bonjour. Bonjour madame. C'est presque vendu, on rentre dans le magasin et Steve qui me dit voilà, ça c'est le look Ça, pour toi. ouais, ça c'est tiré parfaitement. Voilà. J'aimerais bien voir la même chose pour un homme. Alors donc du coup on fait un look pour une femme ou pour un homme, c'est cool. En fait, pour un homme, parce que les hommes aujourd'hui, je pense que déjà, c'est les statistiques. Ils sont beaucoup moins présents sur les réseaux et c'est plutôt les femmes. Oui. Alors les hommes. Et moi j'accompagne plus les femmes que les hommes. Hein. Oh Ben, je fais l'exception, on va trouver pour les hommes, mais j'aime bien accompagner les femmes moi, plus que les hommes. Alors, déjà, première chose, comme dans tout, on fait le tour. On fait le tour, on va déjà remarquer des pièces fortes, on garde en tête comment on peut assembler. Là, il y a de super pièces, il y a de quoi faire. Hein. Ça peut déjà pas mal. Je peux me le mettre de côté ici. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas plus de 3 couleurs. Donc là, on a le blanc avec un beige, ça peut s'accorder. Ah, c'est intéressant, donc à retenir, pas plus que 3 couleurs dans votre look. Et ça, c'est exactement la même chose pour le site internet, les réseaux sociaux, parce que après, on ne reconnaît plus l'identité de la personne. Ah, ça c'est joli, un petit élément. Exactement, petit accessoire qu'on peut mettre. Et là, on va le cacher pour plutôt jouer sur ce motif-là. Et là, on ne mettra pas ça en avant. Donc, on mettrait ça et moi, je le mettrai à l'intérieur. Et là, on va chercher une veste. Donc ici, ce qu'on recherche, c'est quelque chose, le deuxième couche, c'est ça? Exactement, on recherche la deuxième couche. Là, par exemple, ça c'est très sympa, mais en fait, comme j'ai 2 rayures, je ne vais pas mettre les 2 rayures parce qu'en fait, c'est 2 pièces qui sont fortes. Donc, deuxième règle, vous voyez, c'est pas que aujourd'hui le storytelling, c'est le style, la mode, l'apparence qui nous raconte une histoire. Donc, pas plus que 3 couleurs, pas les rayures sur les rayures, hein? Exactement, parce que ça serait trop fort, donc comme c'est des pièces fortes, on ne va pas les mettre. Donc pour pouvoir casser un peu, parce que là on est déjà sur 2 univers qui sont très très forts, ça plus ça c'est vraiment déjà fort, donc on va partir sur... Alors, spécialement j'aime pas la matière, mais j'aime bien la couleur, donc je partirai sur... Hop, c'est tombé, je vais le remettre. Sur un style comme ça, et donc en fait je mettrai pour casser un petit pantalon blanc à la fin. Limite ça, hein? Plutôt ça. Parce que pareil qu'on avait vu, pourquoi je ne suis pas parti sur ça? Regarde. C'est encore fort aussi. Il y a 2 poches qui sont de pareil, donc c'est très très fort. Donc on va perdre ce qu'on veut mettre en avant. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est le petit foulard avec la chemise qu'il faut prendre le dessus sur les autres. Donc on est obligé de partir sur des pièces un peu moins fortes ici pour montrer la différence. Donc voilà, ça serait plutôt ça ce que je mettrais. Mais avant aussi, il faudrait demander à la personne quelle couleur elle aime bien et tout, etc. Là, je suis parti sur le bleu.
Car Et quelle histoire peut nous raconter ce look? c'est une très bonne question. L'histoire que ça peut raconter, et là on est parti sur quelqu'un qui est un peu conventionnel. On n'est pas parti sur un col qui est assez fermé, assez strict. Et en même temps la personne qui est sérieuse mais qui est aussi détente. Parce que là on a un peu de fantaisie sur le col. On a un col Mao, donc un peu de fantaisie. On a un foulard qui montre quelque chose de sérieux, mais d'habitude le foulard on ne le met pas sur le col Mao. Le fait d'utiliser le foulard sur le col Mao, ça montre qu'en fait la personne elle est chic, elle est détendue, mais en même temps qu'elle est sérieuse. Et donc du coup en fait le blanc qui montre un côté sérieux, mais en même temps détendu. Si on était parti sur du classique, on aurait parti un full costume bleu. Et le fait de mettre un dépareillé, ça montre que la personne elle peut être créative, ça montre que la personne elle peut sortir des sentiers battus, qu'elle peut faire quelque chose de différent. Donc en fait c'est aussi intéressant parce que les gens que vous voyez qui sont sur du full en costume bleu classique, en costume marine, peu importe, vert, et qui va mettre une chemise, c'est des gens qui sont pas très créatifs. C'est des gens qui vont chercher ce qu'on leur dit, qui appliquent ce qu'on leur dit, alors que les personnes qui vont marier le style, c'est des gens qui réfléchissent à une créativité avec qui on peut plus adapter. Et moi, dans les embauches, dans tout ce que je fais aussi, je fais hyper attention à ça. Le style, ça montre aussi la personnalité des gens. Absolument. Et c'est souvent le cas. Mais en fait, quand on plonge dans l'univers de storytelling avec toi, on ne parle pas que des paroles, de l'histoire, de raconter sa vie, mais on parle de codes différents de la personne, n'est-ce pas? En fait, c'est tout un ensemble. Dans le storytelling, j'aurais demandé, tu vois, si on avait quelqu'un devant nous, ok, quelle est son histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant ses 14 ans? Et il y a un moment déclencheur de ces 14 ans qui vont faire le rappel avec sa vie actuelle. Donc, son métier, je lui demanderai, et si je trouve un lien avec son métier, donc la personne est sur la bonne voie d'habitude, et si je ne trouve pas le lien avec l'histoire des 14 ans, je lui dis toujours à la personne, t'as pensé à faire ça? Je lui plante des graines, et généralement, ou ça parle tout de suite, ou 3 mois, 6 mois, un an après, la personne revient en disant, finalement, j'ai fait ça, et finalement, t'as raison, il y a eu ça qui m'a parlé. Et ça parle de l'histoire, l'accessoire, le personal branding, et puis tout le reste, oui. Tu sais, dans la culture russe, on a un proverbe. Ok. Je vais essayer de la traduire littéralement, mais plus clair. On rencontre... Alors dis-le en russe avant. Встречают по одежке, провожают по уму. C'est-à-dire J'ai tout compris. On rencontre la personne par ses habits et on lui dit au revoir en jugeant son intelligence. Donc justement ce qu'on fait cet exercice-là parce que notre look et le jugement est très lié à la neuroscience parce qu'en fait notre cerveau a besoin seulement 3 secondes en présentiel pour décider est-ce qu'il va aller plus loin avec toi ou il va pas aller plus loin, même avant que tu ouvres ta bouche et essayer de raconter l'histoire. Donc pour toi, du coup, ce que tu essaies de nous raconter et aussi par tout ton univers de storytelling, ton business, en fait, ton école de storytelling, c'est aussi le style qu'on adapte. Exactement. Et ça, c'est la deuxième partie après. Une fois qu'on a travaillé sur le storytelling, c'est la deuxième étape qu'on fait, c'est sur le style, tu vois. Donc ça, c'est pas l'académie, mais c'est un autre accompagnement qu'on fait. Moi, si je mets des chaussures, des chaussettes de couleurs différentes, un peu différentes, tu vois, tout à l'heure, le monsieur, il est venu devant nous, il a dit, ouais, bon, on peut, j'ai un chapeau, je peux le mettre avec vous. Ces remarques-là, je les ai tous les jours. Ouais. Ou sur le chapeau, ou sur les chaussures, ou sur les chaussettes. Et donc, en fait, là, tu as créé le lien avec la personne. Ouais. Et après, c'est à toi de discuter avec la personne et les opportunités sont partout. Donc, discuter avec la personne, comprendre ce que veut la personne et où tu peux l'aider sur ça avec ton business, où tu peux la connecter avec d'autres personnes et elle peut faire d'autres business. Donc, il y a plein d'opportunités à aller chercher et ça sert à ça. Et c'est dommage de s'en passer. Ça, c'est la vérité. Un, deux, trois. Le luxe, la mode, les vêtements, c'est très sympa, mais quand je te parlais d'authenticité, c'est aussi important d'avoir une singularité. Et la singularité, c'est que là, je vais t'emmener dans mon univers, je vais t'emmener aussi dans mes racines, parce que j'adore la sable, j'adore plein de choses, mais le storytelling, au-delà du storytelling, la vie, c'est de surfer dans d'autres
dans des éléments différents. Donc tu vas venir avec moi, on va voir quelque chose que tu connais peut-être pas. Oh, j'adore, on y va. On y va. Il est là dans 1 minute, donc on va vraiment partir dans un univers. Tu vas voir, ça va être différent. Oui, moi, j'adore. La question que je voulais te poser, je t'ai ouvert la porte et tu m'as dit oui, c'est normal et je suis russe, donc on m'ouvre tout le temps la porte. ton conjoint ou les gens, ils t'ouvrent tout le temps la porte? Ah bah oui, c'est normal. Moi, je sais pas, c'est complètement normal. Il s'arrête, il sort, il m'ouvre la porte. C'est la galanterie, c'est les bases. On nous a appris ça. Oui, d'accord, mais en fait, il t'ouvre une fois de temps en temps. Non, c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Même quand il est pressé, il t'ouvre la porte, tu rentres et après il va rentrer. Bah oui, bien sûr, il va pas être pressé avec moi. Il va pas être pressé avec... Je sais pas, t'as des fois où t'es occupé, t'as pas le temps. Non. Ok, chez nous, en tout cas en France, des fois on n'a pas le temps et puis si, la galanterie je comprends, moi je laisse toujours passer les gens avant, tu vois. Ouais. Mais les femmes avant, même les hommes aussi, je les laisse passer avant. Mais m'ouvrir la porte de la voiture, je peux le faire de temps en temps, mais tout le temps non en fait, parce que t'as pas le temps des fois. Oui, mais tu sais, il y a les bases solides dans chaque culture. Okay. C'est comme si, tu sais, dans certaines cultures, tu manges des cafards. Okay. Et c'est normal. Oui. Et dans certaines cultures, tu ne les manges pas. Okay. Et c'est aussi normal. Ton conjoint il est russe? Non, français. Et il s'est adapté à ta culture? Je pense qu'on s'adapte aussi. Okay. Il y a le sort de dialogue. Quand tu dis, pour moi, les bases sont telles et ça me fera plaisir. Est-ce que ça casse vraiment ta vie et déjà ça te pose un énorme souci de le faire. Et au début, en fait, tu parles honnêtement du coup avec la personne et dit pour moi, c'est possible. On va aller jusqu'au bout. Dans la culture russe, de ce que je crois, c'est les hommes qui payent tout et les femmes ne payent pas. C'est le cas pour toi ou pas aussi, quoi? Pour l'essentiel, oui, c'est lui. Okay. Mais pour les choses complémentaires, pour faire plaisir, c'est les deux. Parce que je ne suis pas une femme au foyer. Oui. Je suis quelqu'un qui fait des business. Oui. Et il faut avoir un sens logique des choses. C'est-à-dire que si on lance une business, il y a peut-être ma part qui va être plus importante. Si on parle des choses quotidiennes qui payent l'électricité, internet, etc., ça ne pose plus de questions. On est deux personnes qui sont bien développées, qui ne galèrent. On n'est pas des étudiants, tu vois, qui sont là au début de leur chemin. Je pense que l'électricité, vous payez à deux ou il paye lui? Il paye tout ça, je ne connais pas. Okay. Par contre, tu vois, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas aux certaines charges comme Internet ou téléphone parce que, tu vois, c'est avec la société et tout. Je pense qu'il ne faut pas prendre tout comme noir et blanc. Il faut toujours appliquer comment c'est dans votre vie, dans votre étape de vie, dans votre état financier parce que, voilà, c'est pas couper court. Non, tu payes tout. Moi je paye rien. Si par exemple j'ai pas de travail, effectivement prends tout ça en charge, sois prêt. Si j'ai le travail, discutons, qu'est-ce que moi je peux partager avec toi et tout. Je pense qu'il faut avoir du bon sens. Et si tu avais du travail et que lui il n'avait pas de travail? Pareil, c'est... Tu aurais pu être avec quelqu'un comme ça? Ça, c'est déjà les pièges. Alors, non, c'est une vraie question. Ok, il y a ceux que j'appelle les conducteurs de canapé, d'accord? C'est quoi ça? Celui qui est allongé et qui regarde les séries. Les conducteurs de canapé. Oui, voilà. Okay. Qui conduit les canapés et qui avance pas dans la vie et qui regarde les Netflix. Deuxième chose, il y a des difficultés dans la vie. Aujourd'hui, la vie, elle est en mouvement. Je pense qu'on va tous vivre des difficultés, des crises, des hauts et des bas. J'ai pas envie de dire, et ça va être très simpliste dans ma vision de choses, que je ne peux pas être avec telle personne. Aujourd'hui, moi, c'est pas le problème. Je te dirais, moi, il y a telle personne, je peux pas être avec. Oui, mais il y a les états d'esprit. Il y a des signes d'état d'esprit que ça m'intéresse pas de ce type de personne. Quels sont les red flags pour toi? Moi, une personne qui a pas d'ambition, hors de question, je suis pas avec elle. Si je parle avec une personne et qu'elle me dit, je sais pas, la petite vie, ça me correspond.
avoir, là je vais me faire des ennemis, mais j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Avoir 2-3 000 euros par mois, ça me correspond. No way. Non, t'es pas. Non. Moi j'ai besoin de quelqu'un, même si elle gagne moins que moi, je veux qu'elle se dise je vais gagner ça, mais je peux gagner plus, et tu peux gagner plus, et va me pousser à aller plus loin. Mais moi, le red flag, c'est de dire à la petite, il n'y a pas de petite vie en fait. Non, la vie, elle est courte. Je suis là pour un temps limité, donc il faut que j'aille chercher le plus de parts de gâteau dans ma vie, tu vois. Ah ouais. C'est la rue principale de Château-Rouge. Non, on se croirait vraiment, mais tu vois, dans des quartiers ou dans des marchés au Bénin ou en Afrique de l'Ouest. Tu achètes tes plats et tu cuisines. Et moi, j'aime bien bouger entre ces mondes-là. Je trouve ça intéressant, tu vois. Mais ça te donne une énorme ouverture et aussi dans la simplicité et peut-être le côté chaleureux, le côté ouverture vers tout ça. Hein. Ouais, c'est vraiment le côté simplicité, tu vois. Regarde, là, je vais te montrer, là, c'est vraiment les nourritures. Oh, pardon, excusez-moi. C'est vraiment on va se mettre ici. Ça, c'est des trucs de chez moi. Là, ça s'appelle à son soin. Je sais pas comment ça se dit en français. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des espèces de desserts que tu manges. C'est les desserts? Ouais, c'est des desserts. Non, c'est les desserts. Ouais, c'est des desserts. En fait, ça, tu le coupes. Ah tu l'enlèves et en fait, tu as un fruit qui est derrière et tu le manges. C'est des Tu desserts. vois, c'est jamais Je vais te faire pu imaginer. Je vais te faire goûter, on va le prendre, tu vas me dire si tu aimes bien ou pas. Et donc, tu as plein de choses différentes. Donc, du coup, ça vient du Togo, du Bénin, où on les mange. Donc là, tu as des épinards, tu as le gombo, tu as le piment. Ouais, tu as plein de plats, plein de choses différentes. Ah oui, mais c'est dur en même temps. C'est très dur. À la base, tu vois, c'est exporté, il fait froid, donc c'est dur. Normalement, c'est pas dur, c'est très mou. Et tu vois, celui-là, il est un petit peu plus mou. Je crois qu'ils viennent de le mettre, tu vois. Ouais. Et je te disais tout à l'heure que moi, il y a les plats, il y a des choses que je prends, d'autres que je prends pas. Quand je vais acheter des choses, je vais plutôt dans des... tu vois, le petit marché, je vais plutôt là-bas parce que là, c'est plus contrôlé, c'est pas dans la rue. Bref, on est venu ici. Maintenant, je vais te faire découvrir les plats de chez nous. Et on va revenir dans le magasin qu'on a fait, dans la boutique, dans le restaurant. On va revenir dans le restaurant qu'on avait trouvé, Oui Africa. Et voilà, tu vas rentrer dans cet univers un peu différent. Tu vas goûter un peu nos plats, les plats de chez nous. Tu sais que André, notre vidéaste, il va goûter bien aussi sûr, avec moi. Bien sûr, vous allez venir, on va goûter, on va prendre des choses différentes, il va goûter avec nous. Allez, c'est parti. Je voudrais quand même que tu m'offres du champagne, mais t'es beaucoup plus malin. Le repas, je savais que ça serait quelque chose de différent. Exactement. Ça, c'est du chip. Et avec, ça c'est la banane plantée dont je vous parlais, c'est un loco. Ah ouais. Tu sais, à chaque fois que j'observe telle ou telle personne, on dégage les codes. Mais je pense que c'est la première fois que tu ouvres vraiment ta personnalité. Et c'est très plaisant. C'est très plaisant de voir que derrière multi-entrepreneurs, derrière la personne qui a son académie, qui coach des top managers, des coachs aussi pour parler de storytelling, pour avoir la visibilité, etc. Aujourd'hui, tu nous ouvres la porte vers tes racines. C'est important. Et dans chaque culture, les goûts, c'est très important. Alors, tu nous fais goûter ça, moi je goûte. Exactement, tu goûtes en fait. Donc là, c'est du yassa. Donc le yassa, c'est des oignons confits. Ouais. C'est des oignons. Oui, avec du riz et du poulet. Ça, c'est très très intéressant. Et là, tu as du chep. Ouais. Là, tu as du chou, des carottes, des légumes avec du poisson. Donc, tu goûtes. Moi, j'aime bien le partager. J'ai pris 2 plats. C'est les 2 plats que moi, je préfère. T'aimes bien? J'adore. Franchement, c'est la cuisine assez simple. J'ai pensé que c'est épicé, mais ça, c'est familial. Ouais.
généreux, parce que pour ce que c'est du C'est poulet. très généreux, tu Oui, vois là. c'est très généreux. De base, ça c'est à 7 euros, mais c'est censé être un plat pour une seule personne. Ah ouais, Moi je peux jamais tout manger, exactement. donc Mais faut pas gaspiller. Mais tu sais, voilà, quand on parle de tes racines, cette générosité, est-ce que c'est dans le business, c'est important d'être généreux? Oui, bah, moi c'est vraiment dans mon ADN et dans le business c'est important d'être généreux parce que je dis toujours on promet peu mais on donne plus à nos clients et je pense que ça vient vraiment de notre culture où on donne beaucoup, on a le cœur sur la main et c'est important dans tout business de donner de la générosité parce que le client il s'attend pas à avoir ça et en fait quand tu lui donnes bah, il est très content d'avoir ce que tu lui as apporté, c'est hyper important de faire ça. En fait, ça a un nom marketing, Yes. c'est effet wow de marketing des affaires pour que le client a beaucoup plus que qui était promu donné. dans le produit au Exactement, début. exactement. Et après, ça influence non seulement ta rentabilité, mais ça crée déjà la recommandation. Deuxième chose, ça crée la satisfaction et aussi le deuxième cycle de vente. Et donc, quand on parle tout simplement de la générosité africaine, générosité de ta culture, bah, tout simplement, c'était acquis par toi dès le début. Et ce qui doit être normalement la base de chaque échange humain. Et ça, j'adore. Tu sais, là, on va déguster les bases de ta culture que tu as eues dans ton enfance, etc. Quel conseil tu pourrais donner à tous qui veulent créer le storytelling dès le début sans forcément se cacher derrière la chose qu'on veut apparaître? On veut tous apparaître réussite, on veut tous être CEO. Dès que tu ouvres LinkedIn, il n'y a que des directeurs, Que des CEO. que des CEO, que des directeurs et tout. Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pour se différencier? Je pense que la clé de la réussite, c'est de s'accepter tel qu'on est et d'être vrai parce que je pense que quand on est entrepreneur, on a la chance d'être libre Ouais. et de faire ce qu'on veut, on fait rentrer les gens dans notre univers. Et le but, c'est de faire rentrer les gens dans ton univers et être vrai. Donc c'est assumer qui on est, assumer sa personnalité. Je peux très bien manger un plat à 7 euros ici et ensuite après je peux aller au Meurice, dîner, enfin voilà, c'est moi. Moi c'est le luxe et c'est les origines, c'est les deux. Et tu sais, je pense que c'est un truc, j'ai envie de faire un vrai complément pour ta personnalité, c'est la capacité de permission. C'est-à-dire que tu te permets tout et c'est très charmant, ce qui attire. Écoute, merci beaucoup pour cette découverte. On est vraiment passé de mode très luxueux, centre parisien, vers le lieu 18e, très charmant aussi, très goûteux, Différent. très savoureux. Et c'est tout grâce à toi. Écoute, merci à toi. Merci à pour toi. cette Avec grand invitation. plaisir. Et écoutez, bon appétit. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Profite, bon appétit.